Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui n'aiment pas le foot. Au moment du coup d'envoi de Brésil-Allemagne, voici les titres de notre programme alternatif au mondial. Ce n'est pas encore la guerre au Proche-Orient, mais cela y ressemble de plus en plus. Israël mobilise ce soir 40 000 réservistes, alors que 3 violentes explosions viennent de secouer Jérusalem. La journée a été marquée par une offensive de l'État juif sur Gaza, des raids aériens qui ont tué 15 Palestiniens. Alain Juppé se veut rassurant après la révélation du montant exact de la dette de l'UMP, 74,5 millions d'euros. L'ancien Premier ministre estime que le parti peut fonctionner jusqu'en 2017 si des économies importantes sont réalisées. Les ténors de l'UMP étaient réunis ce soir au siège du parti pour faire le point sur la situation financière de l'UMP et surtout examiner les résultats de l'audit des comptes. Suite et fin aujourd'hui de la conférence sociale marquée par le boycott de 4 syndicats, CGT, Force ouvrière, Solidaire et FSU. Lors de son discours de clôture, Manuel Valls a confirmé des négociations autour des seuils sociaux. Analyse et débat à suivre ce soir dans ce 22h. 15 Palestiniens ont donc été tués aujourd'hui dans la bande de Gaza lors d'une vaste offensive israélienne. Et ce soir, 3 violentes explosions viennent de retentir à Jérusalem alors que le Hamas revendique des tirs de roquettes contre Israël. Des violences qui font craindre un conflit généralisé entre le Hamas et l'État juif qui se dit prêt à une attaque terrestre. Fabrice Cunet. Voitures éventrées, maisons détruites, panache de fumée. Israël a lancé une vaste offensive aérienne contre Gaza. Cette opération, baptisée Protective Edge, est la réponse aux tirs de roquettes revendiqués par le Hamas depuis un mois. Une escalade de la violence et un bilan difficile à chiffrer. Au moins une quinzaine de Palestiniens auraient déjà trouvé la mort dans ces raids et plus d'une centaine de blessés. Le président palestinien Mahmoud Abbas a exigé qu'Israël mette fin immédiatement à son attaque. Un appel relayé par les États de la Ligue arabe qui réclament une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. Le mouvement Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, promet de son côté des représailles. Sur le terrain, l'armée israélienne prépare une intervention terrestre. Ce soir, les habitants du sud d'Israël vivent sous la menace des roquettes. La bande de Gaza, au rythme des explosions, un cycle de violence le plus grave depuis 2 ans. 74,5 millions d'euros, c'est le montant exact de la dette de l'UMP. Les ténors du parti étaient réunis ce soir pour faire le point sur la situation financière de l'UMP et examiner les résultats de l'audit des comptes. Alors que des fuites sur des abus continuent de sortir, le Canard enchaîné révèle ainsi dans son édition de demain que l'UMP a remboursé 10 000 euros de frais annuels de téléphone à Rachida Dati. Tous les détails avec Mounir Soussi. L'heure des comptes a de nouveau sonné à l'UMP. Le triumvirat a analysé l'audit lancé sur les finances du parti, un moyen de faire le point sur la situation et de prendre des mesures. La deuxième question qui nous préoccupait était de savoir si l'UMP avait les moyens de continuer à fonctionner au cours des prochains exercices. La réponse est oui, à condition de remplir un certain nombre d'exigences qui vont être évidemment fortes. Le parti, au bord du gouffre financier, va devoir réduire son train de vie pour survivre. L'audit préconise de diminuer la masse salariale et de contenir les dépenses autour des grands événements. C'est l'ultra rigueur, mais l'ultra rigueur est absolument nécessaire. Mais ça ne sera possible que si on a envie d'être ensemble. C'est-à-dire s'il n'y a pas un peu d'amour, un peu d'enthousiasme, un peu d'empathie, un peu de sympathie, si on ne réussit pas notre congrès de l'automne, tout ça sera difficile. Les dirigeants ont obtenu des banques un rééchelonnement de la dette, un sursis qui permet à l'UMP de se projeter jusqu'à 2017. La situation de l'UMP, 74 millions d'euros de dette, mais avec un siège où vous êtes, qui est une valorisation en positif de 44 millions, voilà, ça veut dire que actif-passif, on a 30 millions d'euros de dette. En vrai, une fois l'actif établi. Je ne dis pas que la situation est brillante, loin de là, on est endetté pour des années. Le siège que certains responsables pensaient vendre pour éponger les dettes va bien rester propriété du parti. Ce bien immobilier constitue aujourd'hui un des derniers remparts contre la faillite. Fin de la 3e conférence sociale de François Hollande sur un échec, les chaises vides des 3 syndicats. Dans son discours de clôture, Manuel Valls a regretté l'absence des syndicats contestataires et critiqué une posture qui, selon lui, ne fait pas avancer les choses. On l'écoute. Agir pour la croissance, c'est agir au niveau européen. C'est également donner les moyens aux entreprises d'investir en France. Et c'est ce qui mobilise tous les jours Arnaud Montebourg.
Le président l'a annoncé hier. Il réunira à l'automne les assises de l'investissement dans la perspective d'adapter tous nos dispositifs de financement pour que l'économie réelle en soit la seule bénéficiaire. Et puis je vous propose maintenant d'écouter à l'issue de cette conférence sociale les réactions des syndicats encore présents, du MEDEF et du ministre du Travail, François Rebsamen. La question, elle n'est pas de savoir si on est seul ou pas. La question est de savoir si on est utile aux salariés. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai une satisfaction. Si je devais en retenir qu'une seule, c'est que 50 000 jeunes en 2015 vont avoir une garantie jeune, un revenu, un accompagnement vers l'emploi. 100 000 à horizon 2017. Ça, c'est l'objectif des syndicats. C'est d'apporter des résultats concrets aux salariés, à ceux qui représentent. S'il faut passer par des baisses de charges, pourquoi pas des baisses de charges? S'il faut passer par des aides aux entreprises, pourquoi pas aussi des aides aux entreprises? Il faut regarder, mais il faut du concret. Cette conférence a été assez constructive pour nous. Le discours de Manuel Valls à la fin avait du souffle, avait de l'ambition. Il y avait un souci d'exécution et ça c'est important, il faut qu'on passe à l'action. Vous voulez dire à ceux qui sont partis, quel message? Qu'ils ont eu tort. Je leur avais dit que je regrettais qu'ils étaient partis, mais ils vont revenir. Ils vont revenir parce que le dialogue social n'est pas rompu pour eux. Ils l'ont dit, il est interrompu, j'ai entendu. Et donc, nous les attendons. La réforme pénale de Christiane Taubira, maintenant, après l'examen dans les deux assemblées, un accord a été trouvé aujourd'hui entre députés et sénateurs. Ce projet de loi introduit des peines alternatives à la prison, des peines de probation qui s'appliqueront aux délits punis de 5 ans de prison maximum. Les explications de Louis Sibyl et Tam Tranui. Une loi, c'est parfois un bras de fer entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Eh bien, dans le projet de réforme pénale, c'est le bras du Sénat qui a plié. Le bras gauche de préférence, car les amendements des sénateurs ont été jugés trop à gauche et donc retoqués ce matin en commission mixte paritaire. Où est-ce que vous avez lâché du lest Sur plusieurs points, la question des tribunaux correctionnels pour mineurs que l'on voulait supprimer, et en réalité, ils ne seront pas supprimés à ce stade. La suppression est en effet reportée à 2015. Ces tribunaux créés par Nicolas Sarkozy sont populaires, plébiscités par les 3/4 des Français selon un récent sondage. Existe aussi la question d'une contrainte pénale autonome. Contrainte pénale, c'est une peine en milieu ouvert pour les délits passibles de 5 ans de prison. Le Sénat, le rapporteur du texte en tête, voulait qu'elle soit autonome, c'est-à-dire que les juges ne puissent plus prononcer des peines de prison pour des délits comme l'usage de stupéfiants ou beaucoup de sanctions routières. Alors cet amendement-là, je l'ai abandonné pour des raisons matérielles, parce que les services m'ont fait comprendre que c'était inapplicable, ça aurait été applicable immédiatement. Donc ça posait des problèmes matériels d'application au juge d'application des peines et au service de probation. Donc je l'ai abandonné. N'en déplaise aux sénateurs. Il n'y a eu aucune pression du gouvernement, nous nous sommes mis d'accord entre parlementaires et je vous demande de le croire parce que c'est strictement la vérité. Difficile de croire que le gouvernement n'a pas mis son nez. Car si les parlementaires ne s'étaient pas mis d'accord, la loi n'était pas votée avant l'été, voire enterrée. Un camouflet impossible pour l'Élysée. Allez, on détaille maintenant une des informations politiques de la journée sur l'UMP, les comptes publics, le détail de l'audit avec Ludovic Vigogne. Bonsoir, merci d'être avec nous, journaliste à l'opinion. Et puis Caroline Deschamps, notre chroniqueuse web, internet, Twitter. Alors l'UMP, son grand déballage, délation un peu à tous les étages, qui a fait payer ses billets d'avion, ses collaborateurs, ses notes de téléphone. On va avoir votre analyse dans quelques instants, Ludovic. Mais Caroline, c'est vrai que l'information qui est publiée demain dans le Canard enchaîné sur les 10 000 € de frais annuels de téléphone de Rachida Dati, ça a enflammé Twitter. Oui, littéralement. Il n'y a pas que le BUMP, le bureau politique de l'UMP, qui fait boum. Ce sont donc les révélations du palmipède. Ce sont en effet les 10 000 € que l'UMP aurait payé pour les 2 téléphones portables de Rachida Dati qui suscitent plein de réactions sur le réseau social. A commencer, Perrine, par l'intéressée elle-même. Rachida Dati ne gazouille pas, elle hurle plutôt sur Twitter. Elle sort son bazooka numérique avec pas moins de 13 tweets en 10 minutes. Je cite, « Les délateurs sont dans la place. Jamais l'UMP n'a pris en charge des frais personnels me concernant. » La députée européenne dément. Et elle précise quand même, l'UMP a pris en charge une ligne de téléphone et un abonnement du fil AFP en ma qualité de responsable de l'UMP.
quand même. Tweet Mais contradictoire. 140 caractères ne suffisent pas à sa colère. Alors elle ajoute que ceux qui balancent fassent attention, qu'ils cessent de donner des leçons de morale ou d'exemplarité. Il faut l'être soi-même. Que certains déclarent les montants perçus pour des conférences données, notamment à l'étranger, en leur qualité de député ou d'anciens premiers ministres. Ça tombe bien, le triumvirat, c'est 3 anciens premiers ministres. Alors à l'UMP, on règle donc les comptes Perrine dans tous les sens du terme. Certains journalistes sur place confirment l'ambiance électrique de ce bureau politique. Olivier Beaumont du Parisien tweet « Copé attaque Fillon sur les fuites dans la presse sur le train de vie de l'UMP ». Hélène Salvi de Mediapart révèle quant à elle que Xavier Bertrand a demandé en bureau politique une enquête interne sur les fuites. Il faut dire qu'il a dû aller se justifier ce matin sur ses vacances de fin d'année. Il a apporté une facture dans le studio de France Info. Et au milieu de ce grand déballage, Caroline, comment réagissent les tweetos? Eh bien, entre raillerie et consternation, Jean-Charles Gesselot, c'est un prof d'histoire, il s'amuse des téléphones de Rachida Dati. Dati avait 2 téléphones, un pour appeler Nicolas Sarkozy, l'autre pour appeler Paul Bismuth. Alors il y en a d'autres qui se désolent, notamment les militants UMP, comme le blogueur libre qui écrit « J'ai bien fait de rendre ma carte d'adhérent en mars. Aujourd'hui, plus que jamais, non de rien, non, je ne regrette rien. » Le maire UMP de Plomeur, en Bretagne, est lui aussi amer. Il écrit « Aucune envie de commenter les événements de l'UMP. 12 ans à tracter, coller, me déplacer à mes frais. » et voir de tels gabegies. Et puis, vous savez, Perrine, qu'avec les réseaux, pas de droit à l'oubli. Alors, les tweetos de gauche, c'est de bonne guerre, ressortent les tweets de Copé de 2012. Il déclarait à l'époque « Il ne faut pas dépenser plus que l'on gagne ». Et donc, il y a Léonard Trier, voilà, il y a Léonard Trier-Veller, le fils de l'ex-première dame, qui reprend ce tweet et qui dit « Merci Jean-François Copé de ce conseil ». Les déclarations de Nicolas Sarkozy pendant la campagne sont elles aussi ressorties de la boîte à archives. Je cite « On n'accepte pas la fraude, la tricherie, la gabegie dans un système où ce sont les gens qui travaillent dur qui payent les prestations. La crise à l'UMP n'est pas prête de s'achever et les réactions sur Twitter non plus. » Ouais, quelle ambiance. J'allais dire un gros mot, mais quelle ambiance pourrie, Ludovic Vigogne. La une demain de l'opinion, c'est la haine. Voilà, ce sont des responsables politiques qui ne se supportent plus. Oui, mais les hommes politiques, on est habitués à cette haine. Mais là c'est le déballage. Non, mais ils ne le cachent même plus. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde se déteste. On fait même plus l'effort de le cacher. On vient sur les plateaux télé pour s'insulter. On balance dans la presse toutes sortes de boules puantes, vraies ou pas d'ailleurs. Et puis, voilà, on règle ses comptes. Et on expurge tout ce qui s'est passé depuis 2012, en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de la guerre Copé-Fillon, c'est le résultat de l'attitude de Nicolas Sarkozy qui passe son temps à être d'une cruauté absolue sur ses pairs. Voilà, c'est tout ça qui se paye aujourd'hui. Voilà, ça se paye aujourd'hui, mais alors après qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 solutions. Soit effectivement c'est la grande purge et on repart sur des basses scènes, soit c'est l'éclatement total du parti. Ce qui se passe, c'est que ça va continuer d'abord, parce que ceux qui arrivent là, l'équipe intérimaire, Juppé-Fillon et leur bras droit en tête, ils épluchent toutes les factures, les notes de frais, ils font les calculs. Voilà. Est-ce que les fuites vont continuer? Oui, parce que elles quand vont même, continuer. Ils se rendent bien compte à l'UMP que c'est terrible. Non, parce qu'elles viennent de tous les côtés. Voilà, il y a les nouveaux arrivants qui épluchent, et puis il y a les sortants, Jean-François Copé et son entourage, qui sont partis avec des billes, qui sont partis avec des munitions. Moi, je raconte par exemple dans l'opinion que Copé, ce matin, à l'Assemblée, à midi, a réuni ses proches. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? J'ai gardé des éléments sur les trajets en avion de François Fillon. Je les sors pas pour l'instant, je les sortirai bientôt, quand ça intéressera la presse. Voilà, on a vu aussi Brice Hortefeux dire on va bientôt s'occuper de Xavier Bertrand qui nous donne des leçons de morale. Le parti quand même, est-ce qu'il est menacé d'implosion, d'explosion, comme le disent certains dirigeants de l'UMP qui sont eux totalement effondrés. Il y en a beaucoup qui sont quand même très effondrés de parlementaires UMP par cette situation et qui se font engueuler toute la journée sur les marchés, sur le terrain, dans leur circonscription. Bien sûr, parce qu'ils font honnêtement leur job, ils cotisent, ils donnent leur indemnisation, puis ils voient que ça a servi à payer un train de vie, un collaborateur dont la mission n'était pas forcément justifiée, donc on peut comprendre qu'ils soient dégoûtés. Est-ce qu'il y a une figure de l'UMP qui ressort un peu intacte de cette guerre interne, selon vous? Non, peut-être Alain Juppé, mais encore, quand on voit comment Henri Guénaud a parlé de lui dimanche dernier à la radio, en l'insultant presque, on se dit que lui aussi ne fait plus l'unanimité.
Parce Lui qu'Alain aussi Juppé ne avait fait- pris la défense des Oui. juges après les attaques de Nicolas Sarkozy. Plus personne ne fait l'unanimité, plus personne ne se supporte. C'est un amas de petites haines et ça va continuer encore comme ça. Et le retour de Nicolas Sarkozy va rien simplifier. Ouais, j'allais y venir. Je vous propose, Ludovic, de regarder la une de l'Express de cette semaine avec Terminator en une. Terminator alias Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il prend l'UMP en otage ? C'est sûr qu'il va se servir de l'UMP pour se défendre. Il estime aujourd'hui que les ténors, les parlementaires ne le défendent pas quand il a des ennuis avec la justice, ne le défendent pas suffisamment. Et donc, il estime que quand il sera président de l'UMP, le vice-président, le secrétaire général, les porte-parole seront obligés de courir sur les plateaux télé pour le défendre. Oui, il avait fait un peu comme ça déjà en 2005, quand il était revenu au ministère de l'Intérieur. Il estimait qu'alors qu'il y avait l'affaire Clearstream montée de toutes pièces contre lui, c'était plus utile pour parer aux attaques. Vous n'avez aucun doute sur son retour en politique et le fait qu'il ait vraiment très envie de prendre la présidence de l'UMP. Peut-être n'en a-t-il pas le choix. On va dire que l'intervention de mercredi dernier donnait quand même vraiment le sentiment qu'il était aux portes de déclarer sa candidature. Et puis s'il est intervenu comme ça mercredi dernier pour se justifier sur plusieurs affaires, c'était pour nettoyer le terrain politique et pour pouvoir y atterrir à la rentrée. Et quand il viendra sur les plateaux télé, ne parler plus que de sujets politiques. Merci Ludovic Vigogne, merci Caroline d'être venue ce soir sur notre plateau. Et puis je pense que tous ces déballages internes à l'UMP vont continuer d'enflammer la toile et notamment Twitter. Merci à tous les deux. À suivre dans ce 22h maintenant notre débat sur la conférence sociale, nos invités politiques. La CGT sera également sur le plateau et puis nous aurons l'analyse de notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Mais maintenant tout le reste de l'information résumé ce soir par Agathe Pécastin. Maintenant, nous avons besoin de l'aide de tous les habitants de la ville. Nous avons besoin que les militants prennent les armes et se dressent pour défendre leur famille et leur terre natale. L'Ukraine plonge encore un peu plus dans la guerre civile. À Donetsk, les forces pro-russes s'organisent dans l'attente d'un possible affrontement. Après leur victoire dans une ville voisine, l'armée ukrainienne compte bien reprendre possession du nord du pays. François Hollande doit s'entretenir demain avec Angela Merkel et le Premier ministre ukrainien pour tenter de trouver une issue à cette crise. Bernard Cazeneuve doit présenter demain en Conseil des ministres son projet de loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme. Parmi les mesures les plus importantes, une interdiction de sortir du territoire pour les Français candidats au djihad. Cela pourrait concerner 200 personnes actuellement sous surveillance. Autre point fort, le renforcement de la répression sur Internet. Le ministre de l'Intérieur tente de lutter contre les actes de terrorisme isolés, comme ce fut le cas pour Mohamed Merah. Deuxième jour de médiation pour la Société nationale Corse Méditerranée. Les syndicats refusent toujours le redressement judiciaire souhaité par le secrétaire d'État au transport, Frédéric Cuvillier. Des discussions au point mort donc pour ce 14e jour de grève. Une grève qui entraîne de lourdes conséquences économiques pour la Corse en pleine saison touristique. La Commission européenne réclame toujours le remboursement de 440 millions d'euros d'aide d'État jugée illégale. Un test réussi pour Manuel Valls. Le budget rectificatif de la sécurité sociale est adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre devait faire face aux 41 députés frondeurs qui ne souhaitaient pas soutenir le gouvernement. Finalement, aucun d'entre eux n'a voté contre et seuls 33 élus socialistes et écologistes se sont abstenus. Et on termine avec le dessin du jour signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur ironie sur la politique de la chaise vide tenue par les syndicats lors de la conférence sociale. Voilà, la politique de la chaise vide, la conférence sociale, on en parle ce soir avec nos invités du débat du mardi soir avec nous sur le plateau. Aujourd'hui, tout d'abord, Nicole Bricq, bonsoir, merci d'être là, sénatrice socialiste, ancienne ministre du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Gérard Larcher, bonsoir, sénateur UMP, ancien ministre, ancien président du Sénat. Sophie Binet, membre de la direction générale de la CGT, bonsoir, merci d'être là. Et puis notre chroniqueur économique, j'allais dire politique, Jean-Louis Gombaud. La limite est parfois un peu ténue entre les deux. On va le voir ce soir. Et exactement. Alors, avant justement d'entendre votre point de vue sur cette conférence sociale, Jean-Louis, je vous propose tous les quatre de réécouter un extrait du discours de Manuel Valls cet après-midi, justement sur la posture de la chaise vide adoptée par certains syndicats. On écoute Manuel Valls. Moi, j'invite à avoir confiance dans nos entreprises,
dans nos entrepreneurs, dans les salariés qui font vivre ces entreprises, car ce sont ces entreprises qui créent de la richesse et de l'emploi. Sortons des conservatismes, des antagonismes absurdes qui visent à opposer l'entrepreneur et les salariés. Bien sûr qu'il y a des conflits, bien sûr qu'il y a des intérêts différents, mais il est temps maintenant de sortir des postures. Voilà, Sophie Binet, avant de vous faire réagir, on va d'abord, avec Jean-Louis, résumer un petit peu ce qu'a annoncé cet après-midi Manuel Valls. Un discours qui se voulait assez offensif, est-ce que vous êtes d'accord? Il l'était, c'est un peu sa personnalité. Alors, d'entrée de jeu, cette conférence sociale a été marquée quand même par les 3 boycotts qui ont été, dont on a, évidemment les absents ont toujours tort, mais au moins on parle d'eux. Mais on n'a pas parlé que d'eux dans cette conférence sociale. On s'est axé sur 2 sujets sur lesquels est revenu le Premier ministre tout à l'heure. D'abord la question des jeunes et les chômeurs de longue durée. Les jeunes, essentiellement la question de l'apprentissage. Pourquoi ça ne marche pas? Et le président de la République lui-même avait fait un long développement sur cette question. Comment attendre les 500 000 apprentis en 2017. Il n'a pas à proprement parler l'objectif qui a été fixé dès le départ d'ailleurs et qui n'est pas près d'être atteint puisqu'on est autour de 250 000, 270 000 et on est déjà 3 fois moins que ce que font les Allemands. On sera 3 fois moins si on fait les 500 000 d'ailleurs. Donc il y a 200 millions d'euros là qui ont été mis sur la table. Exactement, pour favoriser l'apprentissage. Le deuxième thème, c'était les chômeurs de longue durée. Ils sont 2 millions, on le sait, dont 637 000 qu'ils sont depuis plus de 2 ans, avec une action spécifique de Pôle emploi pour essayer de recycler ces chômeurs de longue durée à l'intérieur du système du travail. Mais la grande information qui a été donnée ce soir, et ce qui prouve que quand même quelque part la conférence sociale déborde un peu de son ordre du jour classique, c'est évidemment l'annonce de baisse d'impôts pour 2015 pour les couches moyennes, même si le Premier ministre n'a pas défini ce qu'il entendait par couche moyenne et s'il n'a pas défini le volume de baisse d'impôts. Mais quand on écoutait l'ensemble, et je termine par là, on a l'impression qu'on marchait un peu sur des œufs, peut-être à cause des boycotts, mais aussi parce qu'on voulait pas trop froisser. Je prends 3 exemples. La question des seuils sociaux. Manuel Valls a confirmé qu'il y avait quand même des négociations qui étaient plus ou moins ouvertes. Oui, mais il n'a pas pris de position, si vous voulez. Il y a quand même un débat qui est assez intense sur cette question des seuils sociaux. Et M. Rebsamen, lui, avait pris une position très nette. Et là, on a l'impression très remarqué au PS. Exactement. Ensuite, les critiques sur les contreparties en matière d'emploi sur le pacte de stabilité. On a critiqué un peu les patrons, mais quand même pas trop. Donc, quelque part, on a été également prudent sur les sujets majeurs. Alors tout à l'heure dans le journal Nicole Bricq, on a pu entendre la réaction du MEDEF dans la bouche de Pierre Gattaz. Il a trouvé que le discours de Manuel Valls avait du souffle et de l'ambition. Est-ce que vous avez... Il a l'énergie, c'est clair, et il a la volonté. Et il la partage avec le président de la République. Et avec Pierre Gattaz. Oui, mais pas que. Pas que. Je pense que justement, il met un petit peu les partenaires sociaux face à leurs responsabilités. On a beaucoup parlé, par exemple, du CICE et des problèmes de contrepartie. Mais je pense que l'esprit du pacte, c'est de faire appel à la responsabilité des acteurs dans l'entreprise. Et j'attends effectivement que les organisations de salariés contrôlent. Vous savez, quand je reçois des patrons, il y a un observatoire, il y a plein de choses qui vont suivre ça. Mais moi, quand je reçois des gens de la CGPME qui me font part de leurs soucis, je leur dis, est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, vous avez perçu le CICE? Oui. Alors j'ai dit, et qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez augmenter les salaires? Est-ce que vous allez investir dans le capital humain, la formation, ou dans le capital immatériel, ou dans le capital matériel, puisqu'on sait qu'on a très peu de robotisation dans nos entreprises? Est-ce que vous allez investir? Est-ce que vous allez, embaucher? Alors Sophie Binet veut réagir, et puis Gérard Larcher aussi, évidemment. Il faut que les partenaires sociaux le fassent à tous les niveaux, le niveau de la branche, les niveaux de l'entreprise et le niveau consolidé que prévoit la loi avec l'observatoire. Et voilà. Sophie Binet, vous avez entendu le Premier ministre, il vous a dit, bon, la posture de la chef vide, ça va bien, c'est bien un jour, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Oui, mais je voulais dire, c'est tout sauf une posture. C'est une décision exceptionnelle que la CGT a prise avec d'autres organisations syndicales d'ailleurs. Cette décision, elle s'explique par le fait qu'on voulait tirer la sonnette d'alarme sur 2 aspects. D'abord, on a interpellé depuis de longs mois le gouvernement autour de propositions. On a très récemment envoyé une lettre au président de la République juste avant la conférence sociale. Et puis ensuite,
ensuite, l'ordre du jour de la conférence sociale était en décalage complet avec ce que vivent les Français aujourd'hui en termes de chômage, de précarité. Et ces sujets ne sont pas à l'ordre du jour. Et le problème, c'est que le gouvernement s'enferme dans un tête-à-tête avec le patronat qui conduit à une fuite en avant sur le coût du travail. 41 milliards d'euros de cadeaux pour les entreprises sans aucune contrepartie et sans garantie pour l'emploi. Et ces 41 milliards sont financés par 50 milliards d'économies qui grèvent les retraites, les prestations sociales, le salaire des fonctionnaires. C'est l'Assemblée nationale qui a dit dans un rapport que ça pouvait entraîner 250 000 suppressions d'emplois. On nous parle de conférences sociales au service de l'emploi. Et pour finir sur la question du dialogue social, moi j'ai entendu le message, mais nous on veut des outils. On demande tout simplement, par exemple, un droit des comités d'entreprise sur les aides perçues. Moi je peux vous prendre plein d'exemples. On a parlé récemment de l'entreprise Radial, une entreprise dont le chef d'entreprise est bien connu, il s'appelle Pierre Gattaz. Cette entreprise, elle touche 10 fois plus d'exonération fiscale et de ristourne d'impôts qu'elle ne paye d'impôts en France. Il y a peut-être un problème quand même. La question qu'on pose depuis des mois, c'est comment est-ce qu'on donne aux salariés la capacité de peser sur les stratégies d'entreprise. Et aujourd'hui, ces pouvoirs-là, on ne les a pas. Il y a le comité de suivi annoncé hier par François Hollande. D'une façon générale, pour commencer, Gérard Larcher, vous connaissez bien les relations sociales, vous avez été ministre du Travail. Ces chaises vides des syndicats aujourd'hui, c'est une gifle, un échec pour François Hollande. D'une grande conférence sociale qui, l'adjectif grand, c'est un peu raté pour cette fois-ci. C'est d'abord la question de l'emploi, donc de la croissance. Et quand on prend les deux chiffres de Jean-Louis Gombault, effondrement de l'apprentissage, moins 15% sur les 2 premiers mois de l'année. C'est pas nouveau. Non. Ça n'est pas vrai. Nouveau, ça a commencé l'année dernière, pardonnez-moi, avec Jean-Louis Borloo. Nous avions porté l'apprentissage à un autre niveau. Deuxième sujet, pardonnez-moi Madame Bré. Deuxième sujet, 2 millions de demandeurs d'emploi de longue durée. Ça, c'est un sujet qui d'ailleurs doit nous interpeller tous. Ce n'est pas un sujet qu'on doit se renvoyer au visage. C'est-à-dire qu'on a plus de 5 millions de chômeurs. Et cette réalité-là, il faut la traiter. Il faut la traiter par la croissance, parce que seules les entreprises créent l'emploi, mais en même temps pour reconduire les hommes et les femmes vers l'emploi. C'est un des sujets. Je voudrais simplement dire sur la méthode. La méthode, je la connais un tout petit peu, parce que la loi de janvier 2007, qui prévoit le dialogue social, c'est une méthode. Attention à respecter la méthode. Vous ne pouvez pas annoncer des décrets pénibilité pour les rapporter ensuite, pour les remettre. Il faut en parler avec l'ensemble des partenaires. Deuxième chose, dans le texte sur le dialogue social, attention à ne pas instrumentaliser les partenaires sociaux. Il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas tout attendre du dialogue social. Le dialogue social, ça ne peut pas faire les grandes réformes. On ne peut pas faire porter par des partenaires sociaux, qui d'ailleurs n'en ont pas la force, un certain nombre de réformes nécessaires pour le pays, qu'il appartient au gouvernement et au Parlement d'ailleurs. Vous pensez à quel domaine par exemple? Je pense par exemple la réforme du Code du travail, dont tout le monde parle. J'en sais quelque chose. J'ai essayé de le simplifier avec un succès extrêmement modéré. C'est un sujet important. Donc vous êtes modeste en la matière. Le faire porter par les seuls partenaires sociaux. C'est un sujet éminemment politique. Je crois, et pas simplement pour des raisons de poids, qu'il faut simplifier les relations du travail. En même temps, elles doivent se faire d'une manière équilibrée, les relations du travail. Parce que c'est la seule manière de gagner, c'est la seule manière de trouver de la flexibilité qui doit se faire en même temps avec de la sécurité. C'est des choses que nous avons du mal à intégrer dans le pays. Ça s'appelle la flexi-sécurité. Mais moi, je crois j'ai fait un rapport sur le sujet. Le dialogue social, c'est tout sauf de la com. Et le problème, c'est que cette grande conférence sociale, là, ça commençait à devenir un outil de communication indépendamment de ce qui se passe sur le terrain. Ce qui se passe sur le terrain, c'est des droits qui n'existent pas. Ça a toujours été un outil de communication, la conférence sociale. Oui, sauf que, justement, quand on fait une conférence sociale et qu'on veut mettre en scène le dialogue social, si l'annonce majeure, c'est la remise en cause des seuils qui déclenchent la mise en place de CE, la mise en place de négociations sur les salaires, les obligations sur les travailleurs handicapés, etc., c'est quand même un peu en décalage. Le dialogue social, ça se fait pas d'en haut, ça se fait à partir de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait de nouveaux droits pour les salariés qui permettent aux salariés de peser sur les stratégies d'entreprise. Aujourd'hui, quand on demande aux cadres, à 75%, ils disent qu'ils ne sont pas associés aux choix stratégiques de l'entreprise. La question, elle est là. Et c'est bien là-dessus... Donc si vous devez lister la priorité de vos engagements, de vos demandes, vous metteriez quoi en priorité, Sophie Binet, à la CGT? Notre priorité, on a posé 3 priorités. La première, c'est d'avoir un conditionnement des aides publiques. Il y a 200 milliards d'exonérations fiscales et sociales consenties chaque année aux entreprises. C'est un levier majeur qui doit être mis au service des salaires et de l'emploi. Première exigence. La deuxième, c'est d'avoir une négociation interprofessionnelle sur la question des salaires. Et la troisième, c'est d'avoir une négociation au service de nouveaux droits pour les salariés, de refondation justement du dialogue social qui permettent de peser face à la financiarisation des entreprises, aux fonds prédateurs, etc., et qui permettent aux salariés de s'approprier leur travail.
Gérard Larcher. Vous savez ce que je crois qui manque beaucoup, c'est pas un pacte de compétitivité. Bien sûr, la compétitivité, c'est essentiel. C'est un minimum de confiance. Un minimum de confiance. Parce que c'est l'entreprise qui crée l'emploi, qui crée la richesse, qui fonde le modèle social. Qu'il y ait des règles du jeu, j'y suis extrêmement favorable. C'est la construction républicaine. Mais je dois dire qu'il faut que, aussi, les uns et les autres, dans ce dialogue social, on n'instrumentalise pas. Il y a des limites au dialogue social sur un certain nombre de sujets. Il est fragilisé, ça s'appelle la concertation. Je pense que le dialogue social, ça n'est pas une grande conférence. C'est une conférence qui aboutit sur des urgences. Sauver l'apprentissage, c'est une urgence. C'est majeur. Jean-Louis Gombault le disait, nous avons un retard considérable par rapport à un certain nombre de pays, pas simplement l'Allemagne. Nous avons un problème 2,5 fois de plus en taux de chômage des jeunes par rapport au taux de chômage moyen national. C'est vraiment une gangrène pour la cohésion républicaine. Nicole Bricq, dans ce climat social tendu, est-ce que le gouvernement peut poursuivre à tout prix ses réformes? Il faut continuer à avancer, en tout cas c'était le sens donné par Manuel Valls à son discours aujourd'hui. Il ne le fera pas tout seul, et quand M. Larcher dit le dialogue social ne se suffit pas à lui-même, bien sûr, il faut qu'il y ait des orientations, et il faut qu'il y ait à un moment donné la loi. Il faut le... Et j'ai relu ce que vous avez fait en 2007, Monsieur Larcher, quand vous étiez ministre du Travail. J'ai retrouvé exactement les mêmes termes. Concertation, information, consultation. J'ai vu que vous vouliez un rendez-vous annuel. Alors bon, vous voulez enlever le terme de grande, enlevons-le. Non, ça ne pas. Hein. C'est la réalité de ce qu'on vit comme sujet. Pourquoi pas? Mais quand je vois quand même que maintenant... Par exemple, la question des seuils sociaux, qui était une question taboue. Alors, pas d'hypocrisie. Moi, j'en ai assez des postures, des manières de faire. On sait très bien que déjà, il y avait des discussions informelles entre partenaires sociaux il y a sur 10 ans le qu'on parle des seuils. Bon, alors, il y a 10 ans qu'on parle des seuils avec un succès modéré. Mais les syndicats... Et je pense qu'il faut les bouger. Mais à un moment donné, il faut en parler ouvertement et que chacun dise ce qu'il en pense. Attendez, donc c'est pas un sujet neutre. Discours sur la méthode. Il faut bouger les seuils. On voit bien, au seuil de 50... Le nombre d'entreprises, il y a un saut extraordinaire. En même temps, il faut mettre sur la table les sujets. Et notamment la question... On va peut-être, Sophie Binet, 2 minutes, demander... Ah non, attendez, on va demander à Jean-Louis Gombault déjà de nous donner une petite explication sur les seuils sociaux pour que le téléspectateur puisse suivre et après je vous donnerai la parole. Les seuils sociaux, il y en a 3 essentiellement, enfin il y en a une vingtaine. 10, 25 ans. Voilà, exactement. Qui fait que l'entreprise est soumise à des responsabilités nouvelles, notamment comité d'entreprise, CHS, et des coûts délégués, et donc des coûts nouveaux, et les droits des salariés, très important, lorsqu'elle augmente ses effectifs, ce qui pose un problème de réticence à l'augmentation des effectifs. Le patronat dit qu'il y a 104 000 emplois qui ne sont pas faits à cause de ces fameux seuils. Statistiques à vérifier, je le conçois bien. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que on voit bien que le dialogue social va être de plus en plus difficile. Il est de plus en plus difficile. Pour des raisons sans doute politiques, pour des raisons de communication, comme l'a dit Mme Binet, mais à cause de la crise. Et je prends un seul exemple. La loi sur la flexi-sécurité, moi-même, ici, je l'ai vanté à plusieurs reprises, je l'ai écrit à d'autres endroits, en disant que c'était quelque chose d'extrêmement important et de très intéressant. Or, de quoi s'aperçoit-on? C'est qu'en réalité, le nombre d'entreprises qui ont eu recours à cette loi sur la flexibilité sont au nombre d'une demi-douzaine. C'est-à-dire rien du tout. Les entreprises préfèrent en fin de compte l'ancien système, non pas le système... Ils préfèrent un PSE à la flexi-sécurité. C'est quoi un PSE, Gérard Larcher? Un plan de sauvegarde de l'emploi. Un plan de licenciement. Je vais vous citer un exemple. La même entreprise. Volvo-Renault en Suède et en France. Il y a un plan de sauvegarde de l'emploi en France. Il y a un problème aujourd'hui de contraction du marché du poids lourd. En Suède, en 3 mois, on a réglé le sujet. Et vous avez des cadres, c'est un plan qui concerne les cadres, qui sont en situation de retravailler très rapidement. Chez nous, des mois et des mois après, on ne sait toujours pas. Les cadres ne savent pas leur devenir, et nous avons un problème, y compris pour aborder de nouveaux métiers et permettre aux hommes et aux femmes de se projeter. Alors, Sophie Binet, Sophie Binet, et juste parce que Jean-Louis n'a pas fini sa conclusion. Un petit mot pour finir, je ne vais pas être long. Pourquoi il faut toucher au seuil? Parce que dans le système de la flexi, on demande trop de temps. Et l'entreprise a besoin d'aller vite. Et c'est ça qui complique le problème du dialogue social. C'est-à-dire que la crise pousse à la nécessité d'aller vite, et alors que le dialogue social va plutôt dans le sens du lentement. Comme on l'imagine chez nous, parce qu'il y a des tas de pays, croyez-vous que la Suède soit en panne de dialogue social? Non.
Sophie Binet, juste sur la question de l'emploi et sur la question de la démocratie sociale, je pense que ces sujets sont trop graves pour qu'on n'en parle pas sérieusement. Il faut s'appuyer sur des chiffres. Moi, je vous ai apporté des chiffres. L'étude de l'INSEE, la seule étude que je connaisse qui soit disponible sur le sujet, qui dit, je vous lis le titre, les seuils, un impact limité sur la taille des entreprises françaises. Et donc, le bilan est chiffré. Il nous explique que si on éliminait les seuils, non, mais c'est juste l'INSEE, hein, c'est un institut national de référence. Voilà, ils disent que ça augmenterait de 0,2% le nombre d'entreprises de plus de 20 salariés et de 50 salariés. Donc il faut arrêter d'agiter des chimères. La question sur l'emploi, c'est comment est-ce qu'on investit pour l'avenir. C'est pour ça que la 4e priorité de la CGT, c'est un plan d'investissement en France et en Europe au service des infrastructures, de l'emploi industriel, des services publics, etc. Et aujourd'hui, sauf qu'en France, vous faites 50 milliards d'économies. Je sais pas, il faut être cohérent un petit peu. C'est 50 milliards d'économies égale 250 000 Nicole Bricq, qui a été rapporteur du budget ici au Sénat. À la croissance. Lesquels? Alors, écoutez, la politique, c'est un art d'exécution. Hein, on est d'accord. Comme la guerre. Hein, absolument. C'est-à-dire qu'il faut se poser le problème du rythme des économies, du rythme de retour à des bonnes finances publiques. C'est ce que nous posons régulièrement à nos partenaires au sein de la zone euro. Il faut se poser aussi des problèmes qui sont très spécifiques à nous et qui sont plus d'ordre culturel que d'ordre financier. Pourquoi aujourd'hui en France, il y a 800 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Alors ça, j'aimerais bien voir la suite. Oui, mais alors les emplois non pourvus. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais 800 000 emplois, j'ai jamais entendu ce chiffre-là. C'est lunaire là. Non. C'est le chiffre maximum que j'ai entendu, c'est 200 000. Attendez, on n'a jamais réussi à donner la liste. Donc 800 000. Il n'empêche que nous avons un problème. Gérard Larcher. Nous avons un problème d'adéquation entre la formation et les emplois. Nous avons un problème d'orientation de nos jeunes. Nous le savons très bien. Il y a des réalités de cette nature. Il y a des emplois non pourvus en France, y compris dans le secteur industriel. Et nous avons à nous poser des questions. Quand j'ai fait un rapport sur la formation professionnelle, je peux vous dire que la question de l'orientation est une question majeure. C'était le sujet de la précédente conférence sociale. Aucun d'entre nous, ni à gauche, ni au centre, ni à droite, nous l'avons traité jusqu'ici. Alors, Nicole Bricq va finir et après Sophie Binet. Il y a 32 milliards qui sont consacrés à la formation professionnelle. Donc je pense que mettre ouvertement, même si vous dites ça a déjà été fait, non, je ne pense pas que sérieusement, on est... Oui, mais il ne faut plus l'étudier. Il faut vraiment, et vraiment se poser la question. C'est vrai pour le chômage de longue durée et c'est vrai pour les jeunes. On a un problème en France qui est spécifique. C'est pour ça que ce n'est pas qu'un problème d'argent ou d'investissement. C'est un problème culturel. Vous parlez au mieux de 200 000 emplois non pourvus. Non, mais... Attendez, je vais juste expliquer une chose. C'était les fameux emplois non pourvus, c'était le grand sujet de la précédente conférence sociale. Donc on nous a dit on va faire un grand plan pour avoir de la formation pour les chômeurs, pour leur permettre d'occuper ces emplois qui seraient vacants. Moi, j'étais dans les comités de suivi pendant toute l'année dernière là-dessus. Jamais on a été capable de me donner une liste sérieuse des secteurs dans lesquels il y avait des emplois vacants. Donc c'est une fumisterie. Non mais c'est vrai. On connaît bien quand même un baromètre, y compris pour l'ouverture aux salariés étrangers. Donc nous connaissons un certain nombre de secteurs non pourvus. Dans la restauration, les jeunes ne trouvent pas de patron d'apprentissage dans la restauration. Non mais ça c'est autre chose. Des métiers soi-disant en tension. Vous savez, sur l'apprentissage, le vrai sujet, c'est que ce gouvernement a supprimé l'an dernier un certain nombre de mesures sur l'apprentissage qu'il est en train de rétablir avec ces 200 millions. C'est un formidable gâchis, car à chaque fois, c'est des signaux envoyés. Et au-delà des signaux, c'est un peu comme la loi sur le logement, la loi Allure. Quand vous aviez envoyé des signaux, avant même qu'ils produisent leurs effets, dans les têtes qui sont rentrées. Sophie Binet, qu'est-ce qui pourrait faire revenir la CGT à la table des négociations De toute manière, la CGT participera aux négociations avec ses exigences et ce que nous attendons, c'est que le gouvernement entende ces exigences. Et je voulais pour finir dire que le gouvernement a fait le choix de mettre un focus sur les chômeurs de longue durée. C'est une bonne chose, c'est une exigence que la CGT porte depuis des années. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait une négociation sur l'assurance chômage de janvier à mars, dont on parle beaucoup. À cette négociation, nous avons mis à l'ordre du jour la question du chômage de longue durée avec deux exigences. La première, c'est pénaliser la précarité, parce que la précarité explose. 83% des embauches se font hors CDI. Et la deuxième, c'est justement avec les financements ainsi générés, permettre d'augmenter la couverture des demandeurs d'emploi. Je rappelle que 50% des personnes qui sont privées d'emploi n'ont pas d'allocation chômage. Attention. Alors, Gérard Larcher. Savoir si 80% des embauches ont lieu hors CDI,
est-ce qu'il ne faut pas se poser la question demain de la relation du contrat de travail? Si on en est à des tels taux, c'est qu'il y a un vrai sujet national qui est sur la table et qui dépasse d'ailleurs nos clivages politiques. Je crois qu'ensemble, avec les partenaires sociaux, on doit se poser la question parce que c'est un signe que les choses ne vont pas. Et donc, c'est la même chose sur le débat que nous avons eu sur le temps partiel. On voit bien qu'il y a des conséquences qui sont négatives d'une décision qui est, j'allais dire, que vous avez envie de voter au départ et qui ont des conséquences. Donc sur la question des 80%, c'est montrer tout simplement que la forme de la relation du travail n'est plus adaptée aujourd'hui à la réalité, y compris la flexi-sécurité. Jean-Louis par l'État. Les aides publiques, les 30 milliards d'aides sur les bas salaires vont d'abord sur des contrats précaires et des contrats à temps partiel. Arrêtons déjà de sponsoriser l'emploi précaire avec de l'argent public. Vous verrez le chômage exploser. Lancer quelque chose. Attendez. Sur les deux exemples qui viennent d'être donnés, la pénibilité et évidemment les contrats courts, ça montre les difficultés du dialogue social. Pourquoi cette affaire de pénibilité? Parce qu'il fallait la signature de la CFDT sur la réforme des retraites et on a troqué la question, on a troqué, je te donne sur la pénibilité et tu approuves ma réforme des retraites. Et donc, cette espèce de dialogue qui évidemment est nécessaire, on voit bien qu'on a besoin d'avancer tous ensemble, ça pose au bout du bout, on s'aperçoit que à partir de là, il y a un problème qui est effectivement, même si la pénibilité est une question absolument majeure pour la question des retraites, je suis d'accord, mais bien entendu, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais l'usine à gaz qui a été proposée sur cette question de pénibilité, ça ne peut pas fonctionner. Mais Jean-Louis Combeau, une question et après vous, Nicole Bricq. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au gouvernement pour relancer ce dialogue social? C'est un manque de pédagogie, c'est de la mauvaise communication, c'est un cap qui a été flou pendant un certain moment. Ce sont les acteurs. Il faut que les acteurs se prennent en main. C'est une méthode. Dans cette méthode, il faut accepter, ça n'est pas facile. Il y a des sujets qui relèvent du dialogue social, il y a des sujets qui relèvent de la concertation. On ne peut pas demander aux partenaires sociaux de faire tout en lieu et place de la démocratie politique. On est d'accord. Il y a une place pour la démocratie sociale, il y a une place pour la décision politique, et je dois dire que sur des grandes réformes, il y a un moment où c'est la démocratie politique qui doit l'emporter. Voilà pourquoi je n'avais pas souhaité à l'époque, c'était Madame Parizeau et François Chérec, ils souhaitaient constitutionnaliser, et le président de la République s'y engageait. Ce serait une erreur majeure de mettre dans la Constitution le dialogue social, parce que je pense que le dialogue social, je le dis comme un des porteurs de la loi de 2007, c'est quelque chose d'essentiel, mais au-dessus, il y a la démocratie politique. Et ben voilà, je pense que sur ces dernières paroles, tout le monde est d'accord. Merci. On en a parlé cet après-midi dans la loi de finances rectificative en débat. On a passé beaucoup de temps à parler justement de ce problème de la formation professionnelle et de ce qu'on attend des entreprises, du dialogue social et de la politique. Loi de finances rectificative qui a été rejetée ce soir par le Sénat à l'issue de la première partie de ce budget. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Pour info, ceux qui suivent, ceux qui suivent le foot, il paraît que l'Allemagne gagne 5-0 à l'issue de la première minute contre le Brésil. Bon bah écoutez, voilà, ça doit être le désespoir au Brésil. Pour les pays émergents. Voilà. Merci à la force de la formation par alternance, y compris dans le foot. Voilà. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Je vous retrouve dans quelques instants dans notre émission Preuve par 3 en partenariat avec l'AFP. Notre invité politique cette semaine, c'est Yves Gégaud qui se présente à la présidence de l'UDI. Merci à tous. Très bonne soirée sur Public Sénat.